Bienvenue à tous et à toutes. Voilà, on va essayer peut-être, s'il y a des gens qui sont au fond de la salle, il y a encore de la place devant, hein, donc vous pouvez vous rapprocher, parce qu'on voudrait, à travers ce panel, à part aborder les aspects techniques hein, et peut-être économiques, voire même anthropologiques hein, du concept de responsabilité sociétale, interagir avec vous et avoir aussi un champ pour les questions-réponses en fin de panel. Permettez-moi d'abord de faire un tour rapide des intervenants, comme ça vous saurez qui est là justement et qui vont pouvoir contribuer avec leurs expériences et leur intelligence. Tout à fait à droite, et c'est arbitraire, hein, je commence par la droite, c'est Hichem Lomi, PDG d'un groupe tunisien multinational, maintenant on peut dire, hein, si la question de définition est correcte, hein, un groupe qui s'est internationalisé en tout cas, le groupe Shekira. Il nous parlera de son expérience personnelle en tant qu'industriel et qui est aussi actif dans le champ syndical professionnel. Tout de suite à ma droite, c'est Rida Ben Mosbeh, qui est un PDG de la STEG, donc une entreprise publique, mais qui a occupé des postes à responsabilité en Tunisie, dans des postes importants donc de décision. On reviendra aussi sur la relation peut-être entre cette notion de service public et où se positionne aujourd'hui l'intérêt public ou l'intérêt général par rapport à sa démarche et à sa carrière. Tout à fait. Alors ça c'est très important. Tous deux ingénieurs de grandes écoles, voilà. Et c'est un plaisir et un honneur de vous avoir avec nous pour ce forum, cette 21e édition du Forum de la Tuge. Si Cyril Griselin, alors difficile de définir un homme libre, comme il dit, écrivain, business angels, mais en fait qui a vadrouillé un peu partout dans le monde et qui a une pratique internationale du consulting qui est intéressante et je pense que son regard va être très intéressant sur ce qui se passe en Tunisie en comparaison avec d'autres pays. Et Sina Ouflaïssa, directeur général de Vivo Énergie, ex-Shell, donc une entreprise internationale implantée en Tunisie et qui a apporté dans son code ADN hein, donc, des pratiques qu'on aimerait bien voir comment elles se greffent sur le terroir local. Voilà, donc merci encore une fois. Je voudrais peut-être rappeler le contexte dans lequel on va traiter cette question. Nous avons jusqu'à 13h. Hein, donc voilà les règles du jeu. On va essayer de ne pas téléphoner entre-temps et de ne pas recevoir de coups de fil si possible. Donc soyez discrets là-dessus. Pour s'entendre et on voudrait réellement traiter en profondeur cette action. Nous avons 1h30. Nous avons 1h30 pour essayer d'apporter peut-être des perspectives ou des angles d'attaque d'une thématique très importante et qui est même considérée comme un des piliers du contrat social. Donc le choix sur la responsabilité sociétale d'entreprise s'inscrit dans la logique de ce forum qui cherche à rebâtir ou à reconceptualiser le contrat social. Quel contrat social ? En plénière d'ouverture, nous avons entendu des choses intéressantes. Parmi ces choses-là, je rappelle rapidement une phrase importante qui a été dite par Cyril Zewia, qui est médecin, rappelons-le, donc, et qui a diagnostiqué la situation par un terme intéressant qui est l'angoisse sociétale. Donc la Tunisie est traversée par une angoisse sociétale. Alors la question que nous on essaie d'y répondre, c'est comment sortir de cette angoisse sociétale et quel est le rôle de l'entreprise pour faire face justement à cette angoisse sociétale. Et évidemment, nous avons besoin d'être très concrets, très factuels. Nous ne cherchons pas à faire un débat d'avis ou d'opinion. On voudrait réellement analyser d'une manière factuelle une situation et essayer de voir déjà par rapport à des expériences, parce que nous avons la chance d'avoir parmi nous justement des gens qui ont pratiqué ce qu'on appelle la responsabilité, la RSE, hein, la responsabilité sociétale d'entreprise, peut-être sans lui donner de nom, hein, ou sans l'afficher, ou sans communiquer dessus en tant que tel, mais on voudrait savoir qu'est-ce que ça a apporté et quelles sont justement les pratiques de la RSE en Tunisie
affichées ou non affichées. Et comment intégrer les dimensions sociales, environnementales, écologiques avec l'économique, ça c'est vraiment une question importante. Et éventuellement, les stratégies de développement durable. Donc on essaiera de corréler tout ça dans une logique de stratégie, on va dire, d'investissement sociétal et de développement durable. Donc ça c'est pour boucler enfin de panel. Donc sans plus tarder, je voudrais d'abord qu'on resitue le concept. Que veut dire responsabilité sociétale d'entreprise? Je commence par vous, Sihichem. Je vous donne, vous avez le micro. C'est, pour moi, comment assurer la réussite économique d'une entreprise en incluant les préoccupations sociales et environnementales dans ses activités. C'est une définition. C'est une définition de ce que peut être la responsabilité sociétale, sachant que la première vocation et la première condition à laquelle une entreprise doit satisfaire, c'est être compétitive et performante. Avant tout, l'entreprise doit être performante, doit maîtriser son métier, doit maîtriser son marché, doit innover. C'est l'élément qui me semble le plus important. Mais quand on parle de RSE, donc on intègre une dimension supérieure. Donc c'est le rôle de l'entreprise dans la société, dans l'entreprise, par rapport à la région, par rapport à l'environnement. Et là, donc le point important, c'est une entreprise socialement responsable. Donc l'aspect social est parfaitement intégré et ça veut dire que l'entreprise respecte la législation du travail, la convention collective, les conditions d'hygiène et de sécurité, le dialogue social, bien sûr, dans l'entreprise, la dimension sociale. Il n'y a pas que le travail, que la formation professionnelle, il y a aussi tout le volet social qui peut être intégré dans la stratégie de l'entreprise. Ensuite, une entreprise citoyenne, une entreprise qui respecte l'environnement et qui intègre les principes du développement durable. Donc le respect de l'environnement et des principes du développement durable. Il y a également la relation avec les partenaires, fournisseurs et clients, pour les inciter à respecter les grands principes de la RSE. C'est aussi participer au développement du voisinage au niveau de la cité, de la ville, de la région. Donc ça, c'est un point important. Donc, en fait, en quelques mots, c'est la dimension sociale de l'entreprise et sa dimension dans la région où elle est active. En ce qui concerne notre expérience, d'abord, c'est une vision de l'entreprise. Naturellement, on faisait de la RSE sans le savoir. Donc il y a cette notion de culture. On reviendra sur ce que vous avez dit, la RSE, comment il a défini. Après, on reviendra sur comment elle est pratiquée en Tunisie. Juste pour conclure mon intervention, une fois que la décision a été prise au niveau de l'entreprise pour adhérer à la RSE, j'ai écrit personnellement au secrétaire général de l'ONU, parce qu'il y a la notion de pacte mondial, le Global Compact, qui intègre le respect des droits de l'homme, le respect des droits fondamentaux au travail, la protection de l'environnement, la lutte contre la corruption. Il faut qu'il y ait un engagement officiel. Si vous voulez adhérer réellement à la RSE, vous devez adhérer au pacte mondial. Et j'ai reçu la réponse de l'ONU, comme quoi nous sommes acceptés dans le pacte mondial, sachant qu'il y a 8000 entreprises dans le monde qui sont acceptées dans le cadre du Global Compact. Alors, excellent, ça nous permettra de parler de choses effectivement très concrètes. Sylvia, une entreprise publique, est-ce qu'elle est concernée par la RSE et comment elle définirait la RSE? Certainement. Je voudrais vous dire tout le plaisir que j'ai d'être avec vous ce matin, mesdames et messieurs. Je voudrais encore remercier Simon Derkhamfir pour cette invitation et pour disserter sur un sujet. Je reviendrai tout à l'heure aux conditions qui ont amené la STEG à s'intéresser au concept de RSO. Il faut dire que nous collons surtout à une norme, l'ISO 26000. Et dans cette norme, je dirais dans la RSO, il y a deux idées fondamentales. Il y a le développement durable et puis il y a l'intérêt des parties prenantes dans l'entreprise. Donc l'entreprise en tant que champ sur lequel convergent des intérêts parfois contradictoires
Donc il y a la prise en compte des intérêts des différentes parties prenantes, des stakeholders dans l'entreprise, en se basant sur un certain nombre de principes, les principes donc qui concernent la RSE, essentiellement donc sur lesquels est basée cette norme ISO 26000, qui sont la redevabilité ou la reddition des comptes, donc le principe de rendre compte, le principe de transparence, qui sont à mon avis les piliers de la bonne gouvernance, le principe d'un comportement éthique, la reconnaissance des intérêts, comme je l'ai dit, prenantes, le respect de la règle de droit, la prise en compte des normes internationales, comme le disait CIChem, mais il y a le Global Compact. Je peux vous dire que on avait travaillé déjà dans le temps avec Si Mohamed Nasr. Il avait essayé d'introduire le principe de Global Compact. Quand je suis passé par le programme de mise à niveau, on avait essayé d'initier. Je me souviens également que l'École supérieure de commerce de Manob avait organisé un séminaire il y a 3 ou 4 ans sur la responsabilité sociétale des entreprises, comme quoi le concept n'est pas neuf et que on avait déjà commencé à effleurer le sujet. Le dernier principe l'un des piliers donc de cette responsabilité sociale est bien sûr le respect des droits de l'homme. Voilà un peu autour de quoi tourne la responsabilité sociétale de l'entreprise. Et c'est très intéressant. Nous commençons déjà à entrevoir, à esquisser cette fameuse RSE. Je m'adresse maintenant à Sina Oufel en tant que CEO d'une multinationale. Voilà. Donc, comment vous définiriez, vous, la RSE, de point de vue d'une multinationale implantée en Tunisie? Merci Simonder. Je pense, moi, je commencerai réellement par comment on situe la RSE au sein de Vivo Énergie, qui est l'ex-Shell de Tunisie, une société qui a tout simplement changé de nom corporate, mais qui est établie en Tunisie depuis 90 ans. Alors, 2 points fondamentaux qu'on regarde. Premièrement, la déclinaison de la vision de la société, et deuxièmement, l'éthique de la société. Alors, déclinaison de la vision, parce que la vision de la société, elle est générale. Elle va au-delà réellement de tout simplement faire un profit. C'est réellement une vision qui est beaucoup plus globale, qui place la société comme une société, je dirais, qui doit donner des biens et des services au-delà que de donner des profits. Notre vision, par exemple, c'est d'être la société énergétique la plus respectée en Afrique. Et ça, vous voyez, c'est très général. Et ça demande un certain nombre de prérogatives à définir. Alors, deuxième point fondamental, c'est l'éthique. L'éthique d'entreprise qui est fondamentalement important. On ne peut pas fonctionner, on ne peut pas avoir des activités, on ne peut pas avoir des interactions sans avoir une éthique forte. Lorsqu'on parle d'éthique, on parle d'un ensemble de valeurs, un ensemble de principes de conduite, que nous partageons ensemble d'une façon interne, mais que nous partageons également avec les parties prenantes, les stakeholders. Et ça, c'est très important. Donc, lorsqu'on fait réellement le mixte entre ces 2 axes-là, la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, apparaît comme un élément fondamental réellement pour pouvoir délivrer la vision, pour pouvoir vivre l'éthique de l'entreprise, pour pouvoir vivre les valeurs de l'entreprise. Donc, faire de la RSE, ce n'est pas la question. Comment la faire étant beaucoup plus la question. Parce que là, on peut en débattre. Quelle est l'efficacité qu'on peut avoir de la RSE? Comment on peut être réellement, comment on peut contribuer davantage au niveau de ce que nous faisons au niveau de la RSE? Tout ça, c'est réellement le débat que nous avons. Mais le positionnement de la RSE est réellement, moi je dirais, une déclinaison de notre vision et une vie de nos valeurs d'entreprise et de nos principes de conduite, qui sont d'ailleurs accessibles à tous, non seulement à nos employés, mais aux parties prenantes. Mais lorsqu'on parle également de responsabilité sociétale d'entreprise, le mot responsabilité est très important. Et là, d'ailleurs, c'est fondamental de définir nos vis-à-vis lorsqu'on parle de responsabilité. Et là, c'est défini noir sur blanc pour nous. Nous sommes responsables envers un certain nombre de stakeholders. Nous sommes responsables vers nos actionnaires, nous sommes responsables vers nos employés, nous sommes responsables vers nos clients, nous sommes responsables envers les fournisseurs et les parties prenantes avec qui nous faisons un travail et des échanges en continu, et nous sommes responsables avec l'environnement dans son sens large. Donc, in fine, la société a besoin de l'entreprise et l'entreprise a besoin de la société. Donc, ça, c'est notre définition générale de la RSE. C'est, je dirais, c'est une partie
avec laquelle nous conduisons nos activités. Parce que c'est une partie de nos valeurs, c'est une partie de nos principes de conduite. Très bien, très très bien. Merci beaucoup donc pour cet éclairage. Donc c'est sur la double dimension, donc vision et éthique. Si Cyril, comment pourrions-nous définir la RSE, et particulièrement dans le contexte actuel où il y a des clivages importants aujourd'hui, des attentes peut-être plus fortes, et un mouvement peut-être de la société civile qui pousse à davantage on va dire, d'initiatives sociétales. Merci, je suis content d'être ici. À TUG1 aussi d'ailleurs. Alors en fait, moi je voudrais attirer votre attention sur d'abord pourquoi on crée des entreprises. Si vous créez une entreprise, vous allez faire un statut et le premier article que vous allez écrire s'appelle « raison sociale ». Il faut déterminer la raison sociale, c'est-à-dire il est censé y avoir une raison de pourquoi cette entreprise existe dans la société. Et d'ailleurs, on appelle ça une société aussi. L'entreprise s'appelle une société. Donc pourquoi on fait des entreprises ? Les anglo-saxons qui ont le sens de la formule disent « What's the business of business ?» Pourquoi ? Il y a eu, la plus grande partie de l'histoire de l'humanité n'avait pas d'entreprise. On a réussi à conduire l'humanité pendant 3000 ans sans faire d'entreprise telles qu'on les conçoit aujourd'hui. Alors la raison d'existence d'une entreprise, c'est que c'est un instrument qui devrait permettre de prélever le minimum possible de ressources de la société, ressources humaines, ressources naturelles, ressources patrimoniales, et de mettre ça à travers les processus de gestion et de production les plus efficaces possibles, donc qui eux-mêmes prélèvent le moins possible sur la société, de temps de travail, de coûts, pour pouvoir répondre au plus grand spectre de besoins de la société dans sa diversité. C'est pour ça qu'on crée des entreprises. Donc la raison de l'existence de l'entreprise, c'est de minimiser ce qu'on prélève de ce qui appartient à la société pour lui rendre le maximum de bénéfices. Ça, c'est à l'origine de la chose. Et donc, on parle de contrat social et que je dis être aussi moral, puisqu'on prélève vis-à-vis de générations, notamment les générations futures. Donc, il y a une notion morale, en plus de sociale, de l'existence de toute entreprise. Vous êtes parmi vous des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des propriétaires. Vous devez vous poser la question de pourquoi votre entreprise existe, autrement que parce que j'en ai envie. Cette entreprise-là, elle est censée avoir une raison d'exister dans la société. Et vous l'avez écrit dans un statut, normalement. Et d'ailleurs, quand on créait des sociétés au démarrage de la notion de formalisation des sociétés, donc c'était un contrat entre des individus et la société. Et la raison sociale, c'était pas un nom uniquement, c'était d'expliquer, et c'est très intéressant de regarder ça dans les archives, notamment à Londres, etc. Pourquoi est-ce que ces gens-là se mettent ensemble pour faire cette société-là ? En quoi c'est bien pour la société au sens général de l'existence ? D'où le nom de raison sociale, je me souviens de ça. Alors effectivement, il y a deux choses qui se passent en ce moment qui rendent le sujet beaucoup plus sur la table. Parce que c'est pas une mode, enfin ça a l'air d'être une mode, mais ça n'en est pas une. C'est juste qu'il y a deux grandes choses qui se passent. Il y a une première chose, c'est qu'il y a 4 grandes tendances dans le monde depuis à peu près une dizaine d'années qui a priori vont se maintenir pendant encore 10-20 ans selon les grandes perspectives et qui impactent tous les individus du monde. Alors on le ressent peut-être plus ou moins là où on vit, mais c'est une réalité. Et ces 4 grandes tendances-là s'accélèrent du fait de la plus grande interconnexion de la planète. Puisqu'aujourd'hui, les moyens de communication font qu'on est beaucoup plus conscient de l'impact du reste du monde sur nous-mêmes ou même de l'impact de nous-mêmes sur le reste du monde. Alors ces 4 grandes tendances sont quoi ? C'est d'une part ce qu'on appelle le grand rééquilibrage. Le monde est en train de se rééquilibrer vers les pays émergents. On parle beaucoup de la Chine, mais de façon générale vers les pays émergents. Et ça a un impact particulier, c'est que le monde est en train de se rééquilibrer vers une nouvelle génération d'individus qui sont jeunes, puisque ces pays-là, qui représentent la majorité de l'humanité, est beaucoup plus jeune que l'autre partie du monde qui était celle qui, si je peux utiliser l'expression, dominait le pouvoir économique, politique, etc. de la planète. C'est en train de se faire, c'est inéluctable. Il s'avère en fait que sur 5000 ans de l'histoire organisée de l'humanité, il n'y a que 500 ans pendant lesquels ça n'était pas comme ça. Il y a 500 ans où la Chine n'a pas été la première nation du monde, mais ça a toujours été la première nation du monde. Donc c'est le grand rééquilibrage. Et on le sent dans toutes sortes de choses, dans les produits qu'on achète chez Carrefour, dans la compétitivité que le groupe Elum peut ressentir, etc., etc. La deuxième chose qui se passe, c'est qu'il y a un impératif de la productivité. Je pense qu'on va en reparler là-dessus, mais le seul facteur vraiment de la croissance dans le monde, c'est la productivité du travail. Et aujourd'hui, ces pays-là ont un impératif de rattraper la productivité des pays développés et de le faire avec une masse de gens énorme. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est inévitable. L'autre chose, le troisième facteur, c'est qu'on est de plus en plus dans une économie des marchés d'État, state market en anglais, puisque le poids de la demande et de la commande d'État
dans le monde, et donc en tant que marché, d'acheteurs, de fournisseurs, etc., n'a jamais été aussi grande qu'aujourd'hui. Alors qu'on pense qu'on est dans un monde capitalisme sauvage, mais en fait, jamais dans l'histoire de l'humanité, les États ont représenté autant de poids dans la ponction du système. Si on regarde la représentation de l'État dans le PIB, etc., au collectif, c'est en train de grandir. Et par ailleurs, l'État aussi n'a jamais eu autant de capacité d'impulsion. Quand on voit les grands paquets d'investissement dans des pays comme la Tunisie ou ailleurs, jamais l'État n'a autant voulu impulsionner l'économie qu'aujourd'hui dans l'histoire du monde. Donc ça, c'est une troisième chose, et c'est inéluctable, ça va rester. Et la quatrième chose, c'est qu'on est obligé de pricing la planète. Pourquoi? Parce qu'en fait, la demande de matières premières aujourd'hui excède énormément l'offre connue. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on est à un tel déséquilibre. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a des mécanismes concrets qui se mettent en place, qui font que le pétrole est à $113, qu'on paye du crédit carbone, etc., etc. Et donc ces 4 choses-là mises ensemble, et qui sont de plus en plus dans notre vie, nous obligent à être conscients et augmentent la pression qu'il y a sur vous, entrepreneurs ou entreprises, de faire face à cette réalité sociale, et maintenant encore plus compliquée à un niveau mondial. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on peut se plaindre de l'augmentation de 100 millimes du prix de l'essence en Tunisie, mais ce n'est pas une décision locale, c'est juste que le pétrole est décidé quelque part à $113. Donc ça nous impacte tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et l'entreprise, dans cette notion de raison sociale, de pourquoi tu existes, elle est obligée aujourd'hui, c'est devenu plus difficile, de s'inscrire dans ces tendances-là qui nous pressionnent beaucoup. La productivité des Tunisiens, le coût de nos matières premières, comment est-ce qu'on la compétitivité de nos produits vis-à-vis de la Chine, où est-ce qu'on achète, où est-ce qu'on vend, combien sommes-nous capables en tant qu'État, un pays très étatique, de moderniser notre pays. Toutes ces choses-là que je viens de vous discuter, c'est la réalité de tous les jours. Pourquoi une entreprise existe là-dedans? C'est la responsabilité sociétale. Excellent, excellent, vraiment. Je pense que nous sommes en train d'avancer sur la description de la RSE. Je voudrais juste rebondir sur la question de l'organisation, on va dire, de la production de valeur. Effectivement, l'entreprise telle qu'on la définit aujourd'hui, donc en société de capitaux, existe depuis le XVIIe siècle seulement, et c'était essentiellement pour faire face au risque ou pour mieux gérer le risque. Donc, mais bon, on aura peut-être l'occasion de revenir un peu sur ce point de risque. Donc, responsabilité sociétale, elle est aussi liée à la dimension risque. Aujourd'hui, comment se pratique la RSE concrètement tous les jours par le management? Est-ce que c'est c'est quelque chose qui est intégré dans la stratégie, ou est-ce que c'est dans le domaine de l'implicite? Si, Hichem. Bon, mais tout en intégrant ces concepts de RSE, parce qu'en fait aussi il y a aussi le réseau mondial, surtout les entreprises qui sont intégrées dans la dimension internationale, sont même tenues par leurs clients de respecter ces exigences. Par exemple, si je prends le cas des constructeurs automobiles, ils vous obligent pratiquement à avoir la certification ISO 14001 déjà. Protection de l'environnement, c'est exigé. Prenez le cas d'EDF, par exemple. EDF, qui est un de nos clients, nous a fait faire un audit social. Donc ils sont venus, parce que ils ne veulent pas travailler avec les entreprises qui n'ont pas les mêmes valeurs. Ça a été le cas, par exemple, quand il y a eu la question de l'acquisition de ArcelorMittal. Ils ont dit que les Indiens n'ont pas les mêmes valeurs que les Français, qu'ils font travailler les enfants, ou qu'ils ne respectent pas les questions de responsabilité sociale des entreprises. Donc de plus en plus, maintenant, les grands donneurs d'ordre posent comme condition que leurs fournisseurs respectent l'environnement, appliquent les principes de développement durable, ont une politique sociale et assument la responsabilité sociale. Et en pratique, ils sont venus de chez EDF, ils ont eu des interviews avec les employés sans la présence des chefs pour voir si la convention sectorielle est appliquée, le code du travail, s'il n'y a pas de harcèlement, s'il n'y a pas de travail obligé, s'il n'y a pas des problématiques au niveau de l'aspect social des entreprises. Donc ça, c'est en fait une chaîne. Et moi, je rebondis ici pour que les grands donneurs d'ordre de l'État en Tunisie incitent leurs fournisseurs à se mettre au niveau social, que par exemple ils assurent l'assurance maladie de leurs employés, que les questions d'hygiène et sécurité sont respectées. Quand on voit un peu les chantiers de bâtiments en Tunisie, c'est un peu catastrophique.
Les ouvriers de bâtiment ne portent pas de casque, n'ont pas de chaussures de sécurité, n'ont pas de tenue de travail. Ceux qui font des travaux en hauteur, malheureusement, il y a des accidents, donc il n'y a pas les protections nécessaires. Et là, moi, je dirais que les grandes entreprises et les grands donneurs d'ordre de l'État ont l'obligation d'exiger de leurs fournisseurs les respects de ces questions d'hygiène et sécurité, que la protection sociale soit assurée et que ces donneurs d'ordre ne se contentent pas d'acheter le moins de 10 ans. Parce que des fois, en comprimant les prix trop forts, on arrive à pousser à l'informel, au non-respect des règles de sécurité et d'hygiène, aux conventions collectives, au code du travail. Donc là, il y a une responsabilité claire, au moins au niveau de ces grandes entreprises et de ces grands donneurs de l'État, pour que cette vision sociale et sociétale soit développée. La dimension normative, hein, donc les référentiels existent, vous dites qu'il faut les appliquer. Déjà, c'est le minimum vital pour qu'une entreprise puisse se développer et faire de la performance. Oui, bien sûr, il y a des normes pour ça, mais bon, quand on va commencer à inciter les entreprises à suivre ces principes-là, il ne faut pas les obliger à appliquer la norme. Il y a des principes minimums. Ce que j'ai indiqué, les exemples que j'ai cités, ça c'est un minimum. Le minimum, c'est les questions d'hygiène et sécurité, la protection sociale, les conventions collectives, le code du travail. Et ne pas trop presser les entreprises pour qu'ils passent dans l'informel et que les employés en pâtissent. D'accord. Le rôle des syndicats là-dedans, chez vous par exemple, dans votre groupe, est-ce qu'il vous Moi, je ne parle pas de syndicats, je parle de dialogue social. Parce que chaque entreprise a son mode de dialogue social. Ça peut être les commissions consultatives d'entreprise, le syndicat de base, etc. Moi, ce que je dis, c'est que c'est l'implication des représentants du personnel dans toute cette démarche de responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise. Donc là, c'est à travers le dialogue social. Il faut que les employés adhèrent à ce modèle, à cette éthique, à cette vision de l'entreprise. Est-ce que c'est fait? Oui, c'est oui, fait aujourd'hui. oui. D'accord, très bien. Entreprise publique, quelle est votre démarche et quelle est votre pratique? Je voudrais peut-être me situer, me positionner par rapport à ce qu'a dit Cyril. Je crois que il n'y a pas on ne partage pas la même définition de la RSE. À aucun moment je n'ai entendu développement durable ni partie prenante. Donc cela laisse au niveau de la définition qu'il y a déjà un décalage entre une position dominante où les trois interlocuteurs ont parlé de intérêt des parties. Cyril a bien planté le décor au niveau de la prospective. Et si je lis entre les lignes, est-ce que la RSE n'est pas un moyen, je dirais, de protéger les marchés des pays socialement donc évolués contre des pratiques, entre autres de la Chine, qui ont été à un certain moment dénoncées, le travail des enfants, un certain nombre le non-respect de certains principes. Et donc je voudrais même qu'on approfondisse cet aspect, parce que je crois que consacrer le libéralisme, le néolibéralisme donc économique, et le modèle de consommation effréné avec des sociétés qui consomment et des sociétés qui produisent, c'est un modèle qui nous mène à la ruine. Et à mon avis, derrière ce RSO, il y a un concept fondateur qui est le développement durable. Et je voudrais donc qu'on prenne, que Cyril peut-être revienne et nous explique comment tu positionnes le développement durable. Ceci étant, pour revenir à ta question, à la STEG, alors il faut peut-être parler de la STEG. La STEG a vécu comme tout le pays, comme tout l'environnement, comme tout l'environnement des affaires et toutes les entreprises et toutes les institutions, une crise d'autorité après la Révolution, et les sirènes du dégage ont joué. Il y a une grande crise à la STEG en mars 2011 parce que le grand timonier qui était là, c'est Othman Ben Arfa, qui avait passé 44 ans dans une entreprise où
qui est basé, je dirais, sur des valeurs de discipline, de dévouement, de service public. Donc ça a laissé des traces. L'édifice s'est lézardé avec le départ du président directeur général, qui est en plus un enfant de la boîte, qui a passé 44 ans et ça a été très mal digéré. Donc il y avait une crise interne. Et je dirais que la RSE est venue naturellement dans le sens où il fallait faire intégrer un certain nombre de valeurs véhiculées par la Révolution, notamment ces valeurs de liberté, de dignité, d'équité sociale, qui étaient également réclamées par l'ensemble du personnel. Il a fallu les introduire dans l'entreprise. Et personnellement, je me suis employé, c'est un véhicule pour moi, pour asseoir une réconciliation interne, rebâtir le contrat social de l'Astec et réhabiliter également le dialogue entre l'entreprise et les parties prenantes, que ce soit ses sous-traitants, sa clientèle, ses fournisseurs, l'État et les collectivités locales, parce qu'elle a une différente dimension. Donc pour moi, la RSE est un véhicule pour asseoir cette réconciliation interne et cette réconciliation avec le monde externe, avec l'environnement de l'entreprise. Et on en a fait un projet d'entreprise qui intègre la dimension stratégique et la vision de l'entreprise, parce qu'il nous permet de véhiculer un certain nombre de concepts et des principes directeurs tels que j'ai énoncés tout à l'heure. Voilà un peu le... Est-ce que vous communiquez dessus? On a communiqué dessus chaque fois que nous avons l'occasion de parler d'entreprise citoyenne, d'entreprise qui respecte sa clientèle. Et nous avons, sur la médiatisation du cinquantenaire, essayé d'utiliser ce véhicule pour en faire un instrument de médiatisation. Donc c'est vraiment un principe, c'est le socle. C'est le socle qui doit rebâtir le projet d'entreprise et le socle du nouveau contrat social entre l'entreprise, ses employés et également entre l'entreprise et son environnement externe. Mais c'est un projet que nous avons entamé dans le cadre d'une coopération avec l'Organisation internationale de la normalisation ISO par l'intermédiaire donc de l'INORPI. C'est un projet qui devrait s'étaler sur 24 mois et nous avons commencé aujourd'hui à mettre en place un noyau d'équipe compte tenu de la dimension, à peu près 28 équipes travaillent pour intégrer ces différentes dimensions donc de la gouvernance et des autres principes que j'ai énoncés tout à l'heure, qui fondent un peu cette responsabilité sociétale de l'entreprise, parce que cela va de l'économique au social, par l'éthique, par le respect des affaires, la lutte contre la corruption, un certain nombre de thèmes qui sont très structurants, mais qui demandent à être déployés même au niveau du front office, donc des opérationnels, d'où un programme qui est assez ambitieux. Donc, je retiens la reconstruction du contrat social. Est-ce que la refondation du contrat social, est-ce que Vivo Énergie a été secouée par la révolution en Tunisie? Est-ce qu'elle a eu à retravailler son substrat ou son contrat social? Je commencerai tout d'abord peut-être par la démarche RSE. Ensuite, on situera réellement la révolution comme étant un point dans cette démarche-là. Alors, notre démarche RSE se base, tout à fait d'accord, c'est beaucoup plus sur un stakeholder engagement. Donc, c'est d'engager les parties prenantes, essayer de comprendre leurs priorités, essayer de comprendre leurs attentes. Elle s'inscrit dans une logique je dirais, du bon sens avec de la générosité. Et je reviendrai là-dessus, parce que c'est un point important réellement pour avoir de la continuité dans ce que nous faisons en matière de RSE. Donc, dans notre définition réellement des priorités RSE, ce que nous essayons de comprendre les priorités de nos parties prenantes, mais nous essayons d'agir dans des objectifs, dans des initiatives très ciblées, là où nous avons du savoir-faire. Et parce que c'est important réellement, pour nous, c'est important réellement d'avoir de la continuité dans ce que nous faisons. Nous ne pensons pas que de la RSE cosmétique peut apporter des résultats. Ce que j'appelle de la RSE cosmétique, c'est du ad hoc, c'est faire d'une façon inconsciente ou faire d'une façon réellement spontanée et ne pas faire dans le temps. Donc ce que nous faisons généralement, c'est dans le temps. Ce que nous faisons, c'est généralement pour augmenter ce qu'on appelle le bénéfice global. Tu as parlé de bénéfice tout à l'heure, pour augmenter le bénéfice global des parties prenantes. Donc,
C'est une démarche stratégique, in fine, au sein de la société, qui tient en compte des priorités, des attentes au sein de l'entreprise, mais et des parties prenantes, mais qui tient en compte également des risques au sein de l'entreprise. Donc définir les risques d'une façon que ce soit l'attente potentielle, future, de l'entreprise, selon les scénarios qui sont établis ou selon le diagnostic réellement de la situation. Donc ce que nous faisons, c'est réellement pour balancer ces deux éléments-là, pour avoir je dirais un équilibre tridimensionnel entre la partie économique, que toute entreprise regarde, mais également la partie sociale et la partie environnementale. Donc c'est un petit peu cet équilibre qu'on cherche, mais qu'on cherche de faire de façon continue. Il ne s'agit pas pour nous de voir réellement une rentabilité immédiate. C'est beaucoup de ce que nous faisons, nous ne voyons pas les résultats d'une façon immédiate et nous pensons réellement qu'il y a une certaine logique derrière, une certaine rationalité, beaucoup de générosité dans ce que nous faisons, mais finalement les résultats, c'est peut-être pas maintenant, c'est peut-être dans une génération ou même plus réellement qu'on verra ces résultats-là. Alors, pour revenir peut-être sur ton point particulier, la définition du contrat social, moi je dirais, peut-être pour en parler de la définition du contrat social, je suis plus ou moins dans l'obligation de parler quels sont les bénéfices de la RSE. Pourquoi finalement les entreprises, pourquoi à Vivo Énergie, nous pensons réellement que c'est important de faire de la RSE. Alors, plusieurs bénéfices. Comme je disais tout à l'heure, il y a des bénéfices qui sont peut-être plus ou moins là, qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas estimer. Il y a des bénéfices qu'on peut estimer. Et comme disait Einstein, les choses qui comptent sont généralement, on ne compte pas les choses qui ont de l'importance, mais on compte moins les choses qui ont moins de l'importance. Donc, je commencerai par comment on définit notre démarche RSE et comment on définit réellement les bénéfices qu'on cherche au niveau de la RSE. Je parlais de contrat social, moi je parlais de contrat moral. Tu as touché ce mot-là. Le contrat moral, c'est-à-dire aller dans une démarche volontaire, au-delà de ce qu'il y a dans le conventionnel. Lorsqu'on parle de contrat social ou contrat de travail, c'est généralement le contrat conventionnel selon ce qui existe au niveau de la loi. La démarche RSE permet d'avoir plus que ça. Elle permet d'avoir un contrat moral plus étendu. Parce que plus on implique les ressources, plus on implique les employés dans cette démarche RSE, plus réellement on ouvre la porte vers le sens de la contribution. On place l'homme au cœur de l'entreprise. Donc on ouvre cette porte pour une contribution au-delà du profit de l'entreprise, mais pour une contribution de l'homme au sein de l'entreprise, pour une contribution de l'homme au-delà de l'entreprise, dans la société dans laquelle l'entreprise est en train d'évoluer. Donc ça permet réellement d'avoir un impact immédiat sur les ressources humaines. Donc c'est au-delà du contrat de travail qui est signé, c'est un contrat moral qui élargit un petit peu la notion de relation entre employés et employeurs. Donc ça permet essentiellement, moi je dirais, de créer un esprit d'équipe, ça permet de créer réellement une culture d'innovation, ça permet réellement de créer un endroit de travail où réellement il y a du plaisir à faire ce que nous faisons. Il y a une autre dimension qui est très importante, qui est la réputation. Et là, dans l'engagement des stakeholders, comprendre leurs attentes, essayer de répondre à leurs attentes, pas toujours, de façon réellement, encore une fois, prioritaire et ciblée, ça permet réellement de construire dans le temps la réputation de la société, qui est, peut-être pour une société multinationale, qui est réellement un asset, un capital très important, qui est certes intangible, mais qui est un capital très important. Il suffit de penser réellement, si la réputation est touchée dans un pays, pour une multinationale, généralement la réputation de toute la multinationale est touchée. Mais j'ose penser que c'est plus ou moins la même chose pour l'ensemble des sociétés, cette notion de réputation. D'où réellement, ça répond un petit peu à ta question, sur la révolution étant réellement un point important, et je dirais, c'est tout à fait normal. Il y avait réellement des revendications à un certain moment au niveau de au moment de la Révolution, et c'est tout à fait normal, je pense qu'il faut comprendre, c'est toute une redéfinition qui se passait, mais quelque part, il y a quelque chose de structurel qui était derrière, qui nous a permis réellement... Moi, je dirais, c'est un capital qui nous permet d'avoir le bon dialogue. Donc, on est capable réellement d'avoir un bon dialogue social lorsqu'on a réellement une RSE en place. Voilà. Alors, on va revenir un peu sur le cadre, sur les tendances, la prospective. C'est intéressant parce que nous avons maintenant déjà des avis qui ne se contredisent pas tout à fait, mais qui ne convergent pas. Est-ce que tu te retrouves dans les schémas qui ont été décrits là? Et est-ce qu'on parle bien de la même chose? Est-ce qu'on parle bien de RSE? Est-ce que c'est vraiment de la RSE? Il s'agit bien d'une responsabilité sociétale
pas social, parce qu'appliquer des normes ou appliquer des règles d'actionnaire sans s'adresser aux parties prenantes externes, hein, notamment les doléances de la société civile, est-ce qu'on est vraiment dans la RSE? Oui, alors effectivement, pour répondre à ça, je voudrais juste répondre à un commentaire de Leda. Moi, j'ai du mal à m'expliquer parce que j'ai pas l'impression effectivement du tout de l'incompatibilité du point de vue, puisque moi je disais effectivement, je parle de contrat social et moral entre l'entreprise et la société au sens large. Donc les parties prenantes sont dans la société toutes, Leda. Mais j'ai tendance à fuir les mots habituels. Développement durable, responsabilité sociale, corporate social responsibility, parce que je connais aucune entreprise, aucun patron d'entreprise à qui je demande si vous faites du développement durable, il me dit non. Et j'étais responsable socialement, non, moi non. Moi non, j'ai décidé de pas être responsable socialement, je connais pas. Donc j'essaye de fuir les mots et de revenir à l'essence de la chose. Et à mon avis, dans l'essence de la chose, et oui, je me retrouve dans beaucoup de ce qui se dit, il y a des mots et des exemples qui me paraissent très importants. Pour moi, c'est moins par rapport à ce que l'on fait, par rapport à comment on pense son rôle dans l'environnement dans lequel on est. Quand je dis environnement, c'est pas que naturel, c'est environnement humain, culturel, environnemental, etc. C'est beaucoup plus une question de mentalité que d'action. Les actions viennent après la mentalité. La première des responsabilités sociétales au sens large, je vais revenir aux exemples que Hichem a donnés, c'est de traiter bien ses employés, c'est de traiter bien ses actionnaires, c'est de faire en sorte que les gens soient protégés contre les risques que le métier présente à eux au quotidien, c'est de protéger bien l'environnement immédiat dans lequel on est, parce que nous vivons tous en fait dans un village, il n'y a que l'espace de ce village qui nous importe vraiment, et les entreprises ont autour d'elles un environnement immédiat qui est un village, elles ont des circuits de distribution qui passent par des chemins qui sont des villages, elles ont des endroits de vente qui sont des villages, et il faut se focaliser, moi c'est ma suggestion aux entreprises qui essayent d'embrasser le monde entier, c'est assurez-vous que là où vous êtes, autour, dans un périmètre de, on va dire 1 kilomètre de là où vous êtes, les gens se sentent bien du fait que vous êtes là. Alors, ça se fait de différentes façons. Mais pour moi, c'est une question de mentalité, de façon d'être, de façon de gérer et de façon de comprendre. Et c'est pour ça que je dis quelle est la raison sociale. C'est pourquoi tu es là, pourquoi est-ce que tu es à Bouargoub avec une usine de récupération d'huile et qu'est-ce que tu fais pour faire en sorte que l'usine, si elle est là, c'est bien pour les gens qui sont là. C'est bien pour l'environnement qui est là, c'est bien pour la culture qui est là, c'est bien pour les éventuelles richesses patrimoniales qui sont là. Pourquoi tu es là ? Parce que tu agresses quelque part la société, tu t'imposes, tu fais un bâtiment, tu crées un parking, tu obliges les gens à avoir un certain rythme en fonction de toi, tu crées une discontinuité qui est positive, qui est constructive, mais il faut que tu comprennes bien que tu es en train de déranger la société. Donc, comment est-ce que tu l'aides à être mieux après que tu sois arrivé que quand tu n'étais pas là? Donc je ne pense pas qu'on soit incompatible là-dedans. Les 4 tendances dont j'ai parlé, ce sont des tendances lourdes, comme on dit, c'est comme ça. Je vous dis juste comment c'est. Après, on peut détester le fait que la Chine soit la première nation du monde, mais elle le sera. Donc après, soit on accepte, on travaille avec, soit on s'énerve, mais c'est comme ça. Et l'autre chose qui est la demande sur la responsabilité sociétale, sociale, quel que soit le nom qu'on veut donner, développement durable. Mais moi, le mot qui est important là-dedans, c'est la responsabilité. La demande de responsabilité augmente, d'une part parce qu'il y a de plus en plus aujourd'hui, il y a bien sûr les normes, les lois qu'il faut respecter, on en a parlé, c'est fondamental, mais il y a, en plus de la légalité, et la Révolution nous a montré, il y a une question de légitimité. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie de l'humanité, jeune, qui conteste la légitimité du cadre légal dans lequel on s'inscrit. Alors ça peut être jusqu'à une dictature, mais ça peut être certains autres cadres beaucoup plus précis de fonctionnement. Je vais vous en donner un. Il y a des femmes dans le monde qui contestent la légitimité des règles de maternité, par exemple des congés maternité. La loi, c'est ça, mais ils disent que c'est pas légitime. Donc ça, c'est la première chose qui fait que, de nouveau, c'est de plus en plus présent. La deuxième chose, c'est que les groupes d'intérêt, de pression, et quand je dis pression, c'est pas forcément négatif, faut bien le comprendre comme ça, sont beaucoup plus organisés, beaucoup plus professionnels, beaucoup plus présents. Et donc on a le fameux Davos social qui répond au Davos plus économique, qui est un groupe, de nouveau, prenez le mot pression au sens positif. Les groupes d'intérêt, et la révolution, c'est la pression d'un groupe d'intérêt, d'une jeunesse, d'une génération qui se sent oubliée, dans le mal d'existence, qui ne voit pas son avenir, voire qui pense qu'on lui a volé les clés de son avenir et les conditions de son avenir. C'est un groupe de pression. Les confrontations sont plus fréquentes, plus faciles à faire, parce qu'on communique plus facilement, etc. Les discontinuités sont plus fréquentes, parce que le monde tourne plus vite. Et enfin, l'exposition aux médias est immense. Donc aujourd'hui, le moindre petit phénomène qui se passe dans une usine en Tunisie où il y a 5 personnes qui font Artisam, ça devient un énorme phénomène médiatique, alors que finalement, ça n'est que 5 personnes qui ont un mal-être qu'il faut résoudre, mais ça ne justifie pas tout le bazar qui se fait. Donc naturellement,
au niveau de nouveau contextuel aujourd'hui, ça se passe, il faut le reconnaître, on est mieux équipé. Des entreprises, mais pas toutes malheureusement, comme on a des exemples ici, sont plus conscientes de la façon d'être vis-à-vis de leur environnement. Mais il faut vraiment faire attention à ce que la responsabilité sociétale, c'est pas des entreprises qui vont planter des arbres dans un endroit parce qu'ils trouvent ça sympa. Parce que c'est super planter des arbres, il faut le faire, d'accord. Mais la première chose qu'il y a à faire, c'est dans l'exactitude de ce qu'on fait pour livrer ce qu'on fait, c'est-à-dire, par exemple, du câblage chez Shakira, de l'énergie chez vous, de l'énergie à la STEG. Est-ce qu'on est en train de faire ça avec l'état d'esprit qui fait qu'on prélève le moins possible et qu'on dérange le moins possible, et au contraire qu'on apporte le plus de bénéfices en échange de ça à la société qui en profite, là où on est, là où on le fait. C'est ça la responsabilité sociétale. Le reste, c'est des choses qu'on peut faire en plus. On peut faire une école, un hôpital, tout ce qu'on veut, c'est génial. Mais faites d'abord bien le ménage chez soi avec un casque et des chaussures, c'est ça la chose qui est numéro 1. Je retiens quand même la notion de pression. C'est important de voir qu'aujourd'hui, effectivement, l'entreprise, elle est soumise à des pressions peut-être exacerbées en ce moment par le printemps arabe, dit arabe. Est-ce que ces pressions-là sont vraiment ont impacté la stratégie du groupe Shakira, par exemple? Nous avons sociaux plus ou moins violents. La première chose à faire, c'était de dire, voilà, on arrête, on se met autour d'une table et on discute. Parce que bon, tout le monde a vu que partout ça bougeait, qu'il y avait des augmentations de 20%, 30%, 100 dinars, 50 dinars, etc. Donc tout le monde s'est dit, on y va, on va faire comme tout le monde. Et là, bon, au début, ils n'ont pas voulu discuter autour d'une table, ils ont voulu discuter avec moi 300 personnes. Je lui ai dit, d'accord, si vous voulez discuter à 300, désignez 10 personnes pour parler en votre nom. D'accord, vous êtes 300 ou 400, mais on ne peut pas discuter à 400. Donc essayez de choisir quelques leaders ou des personnes qui vous représentent pour parler. On a commencé à dialoguer comme ça, après ils ont compris que ce n'était pas possible, et on s'est réunis autour d'une table. Et on a commencé à discuter des problèmes et des revendications et des problématiques, etc. Et là, on a listé, donc on a calmé le jeu, on a discuté de manière un peu civilisée, et on a expliqué que ça c'était possible, que ça c'était pas possible, que ça pouvait être discuté plus tard, et on a commencé donc le dialogue social. Et c'est comme ça qu'on a pu mettre les usines en marche. Bon, il n'y a pas eu d'arrêt réellement, hein, il y a eu quelques heures de petits problèmes. Bon, il faut dire aussi que les dirigeants sont pour la plupart des dirigeants historiques qui étaient admis. Donc il n'y a pas eu de sentiment de dégage ou de choses, que ce soit au niveau du chef d'entreprise ou des directeurs et des chefs de service. La seule chose que j'ai personnellement constatée, c'est que la vision de la direction générale n'arrivait pas correctement au niveau de la base. Au niveau de middle management, l'information n'arrivait pas toujours. Donc il y avait un travail de communication à améliorer, et c'était l'une des conclusions un peu de ce dialogue social. Donc en fait, on s'est dit, voilà, dans le pays, ça part dans tous les sens, essayons de créer entre nous un genre de microsystème où on travaille avec des valeurs, avec des objectifs, parce que bon, nous sommes essentiellement orientés à l'international, donc nous avons des marchés à l'extérieur, nous avons des exigences, nous avons des engagements, nous avons des délais, nous avons des coûts à respecter. Donc on a fait un genre de contrat social, on peut dire peut-être, un contrat de compétitivité. Donc une entreprise performante, une entreprise compétitive, une entreprise qui respecte ses engagements, qui respecte ses délais, mais qui respecte ses employés et qui respecte l'environnement dans lequel nous vivons. Reposer la même question que tout à l'heure sur le contrat social. Qu'est-ce qui s'est passé à la STEG comme expérience, peut-être humaine, qui a permis justement à la STEG de sortir un peu de ce courant révolutionnaire et de remettre les gens à travailler, en tout cas en s'engageant dans une logique justement citoyenne? Oui, comme je l'ai dit, en fait, pour répondre à Cyril, la question que je me pose, est-ce que les tendances lourdes de la mondialisation sont RSO compatibles? C'est la question que je pose en fait. Pour revenir à ta question, Mandar, mais parce que c'est important en fait. C'est important parce que la RSO peut être conçue justement comme un moyen
de se prémunir contre une certaine compétition qui y va par, je dirais, par le bas. Donc une compétition par la dévalorisation du travail humain et par une mise à la terre de l'ensemble pour employer le langage d'électricien, une mise à la terre de l'ensemble de la main-d'œuvre. Donc c'est un peu ce qu'avait fait la Chine sur les 10-15 dernières années. Et il y a eu beaucoup pas de dénigrement, de remise en cause de ce modèle, notamment dans les pays développés. Et certains disent que la RSO est un moyen justement pour se protéger. Donc à mon avis, en toile de fond, et quand on parle des tendances lourdes au niveau de l'environnement mondial, il faut avoir en tête cet aspect parce que le développement économique doit avoir une dimension sociale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'ASTEG? En fait, l'ASTEG, il y avait un certain nombre d'attentes. Il y a je rebondis sur ce qu'avait dit Cyril, il y a une génération de perdus également. Il y a eu un problème de relève, et quand on diagnostique très bien, c'est une société qui a été, qui a aujourd'hui 50 ans, qui a connu de grands dirigeants, dont notre parrain, c'est Mokhtar Latir, qui nous a tous envoyés faire les grandes écoles en France et à l'étranger. Et donc, cette entreprise qui a une forte culture d'appartenance, il y a eu une génération de sacrifiés. Donc, il y avait beaucoup d'attentes sociales. Et en fait, la révolution n'a fait que exacerber ces attentes. Elle a fait remonter aux surfaces un peu ces frustrations d'une génération qui a été carrément éliminé pour des problèmes donc de turnover, de relève qui n'a pas été préparé. Et donc il a fallu, à mon avis, à force de dialogue social, personnellement j'ai dû faire une trentaine de réunions dans toutes les régions pour essayer de faire remonter les problèmes et essayer de refonder ce contrat social autour, réhabilitant les valeurs de l'entreprise, notamment la discipline, le dévouement et le sens du service public, mais également en y intégrant ce qui a été ramené par la révolution, cette forte demande de dignité, de liberté de parole, d'expression, et également d'équité sociale. Et là, on a essayé, donc après le dialogue social, de structurer des comités. Il y avait un comité de risque, un comité d'éthique qui existait, mais on a essayé à partir du conseil d'administration, de développer un comité d'audit pour la bonne gouvernance, un comité stratégique, un comité de ressources humaines pour mettre une certaine équité, parce que c'est une très forte revendication de dire il y avait des problèmes de blocage et des problèmes, les promotions et les avancements se faisaient à la tête du client. Donc il fallait remettre de l'ordre, une certaine équité, une certaine éthique dans le management, en associant également les partenaires sociaux. Donc c'est à force de dialogue, de structuration du dialogue, que nous avons réussi d'abord à asseoir un dialogue interne, et que une fois qu'on a assaini le climat social à l'intérieur de l'entreprise, nous pouvons partir à la réhabilitation de l'image de marque de l'entreprise, parce qu'il ne faut pas oublier que cette entreprise, son image de marque a été ternie, elle a été l'objet de pas mal de dénigrements, avec des procès d'intention partout, dans les masses médias, eu égard à certains dossiers, comme vous le savez, sur les impayés du RCD ou les impayés de la famille de l'ex-président, etc. Et certains épiphénomènes ont été montés en épingle pour des montants insignifiants. Ils ont été montés à l'épingle, mais elle a fait l'objet vraiment d'une cristallisation, parce que l'ASTEG, c'est quand même l'État tunisien, et la révolution a remis en cause le régime et l'État. Donc qu'elle mette en cause le régime, mais l'État a continué à fonctionner, et l'ASTEG, à mon avis, après avoir reconstitué, je dirais, le consensus et refonder le contrat social à l'interne, elle est obligée également de se réconcilier avec son environnement, avec sa clientèle, avec ses fournisseurs, avec l'ensemble de ses abonnés, de l'opinion publique, de manière à éviter cette image de marque qui a été véhiculée par les conséquences de la révolution et de certaines pratiques qui sont restées tout à fait marginales. Voilà un peu Un opérateur qui a le monopole, il peut toujours imposer sa loi. Non, oui, justement, pour rebondir sur le monopole, justement, j'ai oublié de vous le dire, parce que l'un des principes que j'ai essayé d'introduire, c'est le principe de contestabilité.
Je dis à mes partenaires sociaux, à mon personnel, que si nous revendiquons fortement ce monopole pour des raisons socio-économiques, parce que je n'ai pas vu un secteur des utilités qui a été privatisé où les tarifs n'ont pas été multipliés par 2 ou par 3. Donc je revendique fortement, et ça c'est une position personnelle, mais j'en conviens, j'ai vu toutes les expériences de privatisation. Donc je défends le modèle économique, mais je dis le client et la partie prenante doivent avoir au moins le principe de contestabilité. Et aujourd'hui, quand vous avez une facture, vous allez au district, on ne vous dit plus payer, il y a un principe de contestabilité, nous vérifions nos factures et nous essayons de vous convaincre de la justesse de notre position. Donc j'admets le principe de contestabilité qui va de pair avec cette revendication du monopole. Voilà. Alors, principe de contestabilité, quelle est la recette de Vivo Énergie? Pour le contrat social, Pour le toujours. contrat social, oui. Moi, je commence par l'interne. Hein. Ce que nous avons réellement en place, et le directeur des ressources humaines est juste là, nous avons en place quelque chose qui s'appelle EVP, Employee Value Proposition. Donc, au fait, ce qu'il s'agit de voir, c'est réellement le bilan du contrat social d'une façon générale. Qu'est-ce que la société, qu'est-ce que l'entreprise est capable d'offrir à ses employés? Donc ça, c'est à commencer par l'interne. Et je pense que c'est très important de mettre les choses dans leur cadre. Il faut aller au-delà, encore une fois, au-delà du conventionnel. Parce que si on souhaite réellement être compétitif, si on souhaite réellement avoir un avantage compétitif sur le marché, le meilleur capital qu'on peut avoir, c'est les ressources humaines. Donc il faut aller réellement au-delà de ce qui se fait dans le cadre conventionnel, volontairement, réellement, pour pouvoir mettre un cadre social qui attire, qui retient et qui motive. Donc, le EVP, ce que je viens de citer, Employee Value Proposition, a un certain nombre d'éléments qui dépassent réellement, encore une fois, ce qu'il y a dans le cadre conventionnel et qui permet, en toute transparence, de montrer aux employés qu'est-ce que la société peut offrir. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que la société s'attend des employés. Et donc c'est là où il y a un dialogue réellement en toute confiance et en toute transparence. Voilà ce que la société peut permettre en matière d'évolution. Voilà ce que la société peut permettre en matière de salaire, en matière de comparaison avec le marché, où est-ce qu'on se positionne par rapport au salaire, et on fait des enquêtes annuelles de positionnement par rapport au salaire, et on sait, et chaque employé sait exactement où est-ce qu'on cible et où est-ce qu'on essaie de se positionner. Voilà ce que la société permet d'offrir en matière d'évolution de carrière. Voilà ce que la société permet d'offrir en matière de, entre autres, d'implication et de volontariat, de RSE, de contribution de façon générale. Et donc, c'est très important de le faire d'une façon continue, d'une façon transparente et avec un dialogue réellement en toute confiance. Il y a également, en parallèle avec le EVP, et là, c'est la partie externe, le CVP. Le CVP, c'est le Customer Value Proposition. Qu'est-ce qu'on offre aux clients? Parce que c'est important également d'offrir, de se différencier par rapport aux clients et de pouvoir offrir des biens et des services et des produits qui nous permettent de se distinguer, qui nous permettent d'offrir plus que le marché offre. Encore une fois, une démarche volontaire, réellement, de pouvoir se distinguer, une démarche de valeur. Mais également, troisième composante, par rapport aux stakeholders. Quelle est notre value proposition pour les stakeholders, pour les parties prenantes? Et là, je te rejoins parfaitement, à commencer par les parties prenantes qui sont, je dirais dans le limitrophe immédiat de l'entreprise. Hein, donc c'est très important réellement de pouvoir définir leurs attentes et de pouvoir en toute transparence répondre sur quelle attente nous allons pouvoir réellement apporter des résultats ou apporter réellement des contributions. Et généralement, encore une fois, on travaille sur les attentes qui sont en ligne avec notre savoir-faire. Parce qu'il n'est pas question réellement d'aller chercher quelque chose qu'on ne connaît pas. Généralement, il n'y a pas de continuité si on essaie réellement d'aller découvrir un monde qu'on ne connaît pas parfaitement. Donc, si on fait cette combinaison réellement entre ce qu'on fait en interne, ce qu'on fait en externe, et ce qu'on fait en externe avec les clients, et ce qu'on fait en externe avec les stakeholders, et je souhaite réellement souligner doublement également ce qu'on fait avec nos fournisseurs, parce que c'est très important réellement, la grande partie de nos travaux est réalisée avec des fournisseurs, des entrepreneurs, des sociétés locales. Et c'est très important réellement avec ces sociétés-là d'avoir une démarche, je dirais, de pouvoir ajouter de la valeur. Hein. Que ce soit en matière de contracting, en matière de sourcing, que ce soit en matière de développement de sociétés également. Par exemple, en matière d'hygiène et de sécurité, ce que nous faisons avec l'ensemble des contractants, que ce soit qui travaillent avec nous
ou qui se proposent pour travailler avec nous, nous faisons réellement un audit complet de ce que c'est l'hygiène et la sécurité des HSE chez les contractants, avec un plan d'action. Ce plan d'action peut être mis en place par la société ou pas. Que ce soit la société fonctionne avec Vivo Énergie ou pas, c'est réellement, on fait ce travail-là. Parce qu'on pense réellement qu'on ne peut pas améliorer l'hygiène et la sécurité et l'environnement s'il n'y a pas réellement cette contribution. Une petite contribution, mais qui permet réellement tout autour, dans les stakeholders immédiats de l'entreprise, de pouvoir réellement apporter une certaine contribution dans un domaine où on prétend avoir un certain savoir-faire. Donc, si on conjugue réellement ces éléments-là ensemble, vous voyez réellement comment un contrat social est en train de se profiler. Donc, ce n'est pas réellement une définition d'un contrat social par rapport à une activité, mais c'est réellement une définition d'un contrat social par rapport à un bilan social. Donc, qui va au-delà de l'entreprise. Donc, voilà. Et je pense, ce qui est très important, c'est de pouvoir le faire de façon continue. C'est que ça soit réellement au niveau du management, et je dirais du management socialement responsable. Donc le management, c'est important, et je pense le management économique et de performance reste toujours réellement très important pour pouvoir gérer les sociétés, mais le management avec la responsabilité sociale, ça donne cette autre dimension réellement au management au sein des entreprises. C'est ce que nous essayons de faire de façon continue, et je pense, moi j'ajouterais réellement, quelque chose de très important pour pouvoir faire ça, c'est réellement non seulement, c'est comme le disent les Anglais, walk the talk. Il ne s'agit pas de parler uniquement, il s'agit réellement de pouvoir mettre en place ce que nous sommes en train de dire. Et donc là, il y a des clés de réussite. Il y a des choses, des ingrédients qui, au sein de l'entreprise, vous montrent si vous êtes capable de mettre ça en place ou pas. Ces clés-là, je citerai quelques exemples, c'est l'engagement à haut niveau. Et il y a quelque chose que je trouve une bonne pratique qui se fait à Shell et qui se fait aujourd'hui chez nous à Vivo Énergie, c'est ce qu'on appelle le country chair. Donc, c'est comment définit le directeur général qui regarde et qui gère l'entreprise d'une façon générale. Nous définissons ce qu'on appelle le country chair. Et généralement, ce n'est pas forcément le directeur général, il se pourrait que ce soit le directeur général, mais c'est quelqu'un qui donne une partie de son temps, généralement c'est autour de 10 à 20% de son temps, dédié aux aspects corporate, aux aspects réellement de réputation et aux aspects de social investment, aux aspects de RSE. Et ça c'est très important parce que finalement, ça fait déjà structurellement et au niveau de l'organisation, ça fait quelqu'un qui est responsable. Et quelqu'un qui est responsable doit rendre compte généralement. L'autre chose, c'est réellement, d'une façon structurelle au niveau de l'organisation, il faut avoir la personne dédiée pour le RSE. Le RSE ne peut pas être fait avec le marketing, il ne peut pas être fait avec la communication de façon générale. Il faut réellement avoir la structure dédiée pour pouvoir réellement s'assurer que le RSE peut se mettre en place. Un troisième point très important, c'est l'implication. Il ne s'agit pas réellement de garder ça dans le bureau du directeur général ou du country chair, c'est l'implication au sens large. Plus il y a des volontaires, plus il y a de l'implication au niveau de l'entreprise, plus réellement c'est un bon signe de santé de RSE. Et un quatrième point que j'ajoute. C'est une notion de à quoi notre société veut ressembler. Mais je ne suis pas en train de vous discuter de ce qu'on appelle le projet de société, etc. Mais c'est des états généraux où on met à discuter et à travailler ensemble, et pas uniquement des gens comme nous qui seraient en train de parler à d'autres gens, mais les différentes composantes de la société dont on a parlé aujourd'hui, les actionnaires, les entrepreneurs, l'État, les écoles, les jeunes, les familles, etc. Premier point, donc pour faire une stratégie, c'est à quoi on veut que ça ressemble. Parce que le meilleur moyen de travailler, c'est de savoir où on veut arriver. Et aujourd'hui, on ne sait pas où on veut arriver. Moi, par exemple, j'ai écrit un bouquin dans lequel je donne une image qui est la mienne, ça n'engage personne. Mais moi, je dis, je pense que ce pays, dans 20 ans, pourrait ressembler à un mélange entre la Suisse de la Méditerranée et le Singapour de l'Afrique. Voilà, c'est des images connues. Je sais comment ça fonctionne la Suisse, je sais comment ça fonctionne Singapour, je sais où je suis. Et donc voilà, je dis ça. C'est peut-être pas ça, c'est peut-être très mauvais ce que je viens de décrire, mais où on veut arriver, premier point. Une fois qu'on a défini cette aspiration, la deuxième chose, c'est qu'il faut que, puisque nous sommes assis dans cette salle en se considérant faire partie de l'élite de ce pays, eh bien, il faudrait qu'on commence par assumer la responsabilité de comment notre société est aujourd'hui. Parce qu'on parle de responsabilité sociétale, si elle est comme elle est aujourd'hui, avec ce qu'elle a de bien et ce qu'elle a de moins bien, c'est parce que nous en sommes responsables, historiquement et vers le futur. Et donc, il faut qu'on assume la responsabilité. Ça, c'est le premier acte de leadership. La troisième chose, c'est quel est le leadership institutionnel et individuel qu'il faut avoir pour gérer ce projet. Donc le leadership, Churchill disait « Nothing substitutes to leadership ». Le leadership institutionnel, moi je vais vous donner des exemples très concrets qui sont un point de vue. Mais c'est pour essayer de vous illustrer ça. On ne peut pas
construire une vision de pays avec un pays autant découpé. On a un tout petit pays qui est découpé en 24 gouvernorats, etc., etc. C'est structurellement extraordinairement compliqué de trouver une vision commune quand il y a autant de sous-ensembles, alors qu'on n'a pas besoin d'avoir autant de sous-ensembles parce qu'on a un petit pays. Ça, c'est un exemple, par exemple, de la question du leadership institutionnel et individuel. Comment est-ce qu'on restructure la façon selon laquelle on gère le pays et donc sa société, au sens large, c'est-à-dire aussi son environnement, son patrimoine culturel, son histoire, etc., pour pouvoir arriver vers l'aspiration où on va avec le leadership qu'on a. Il y a un troisième point, et tout le monde, vous avez entendu un mot qui est très important, c'est qu'on ne parle plus tant de communication, vous avez entendu ici des gens parler d'engagement et de dialogue, ce qui est vachement plus important, parce que dans la communication, il y a quelqu'un qui parle aux autres, et dans le dialogue, il y a des gens qui se parlent entre eux, et l'engagement est le stade suivant, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête de penser que c'est en disant aux gens qu'ils vont faire, mais c'est beaucoup plus puissant en laissant les gens dire ce qu'ils veulent faire, et les cadrans et les guidants. Donc l'engagement. Le dernier point, c'est les moyens et les capacités qu'on se donne. Les moyens et les capacités qu'on se donne. Par exemple, où est-ce qu'on est en train d'investir notre argent en tant que budget de l'État? Aller chercher dans le budget d'État, quelle est la partie de cet argent-là qui va dans le développement de la société et quelle est la partie de cet argent-là qui va à défendre un modèle ancien de société. C'est intéressant à regarder ça. Comment est-ce qu'on incentive les gens? Comment est-ce qu'on forme les gens? Il y a un vrai problème dans la discussion du travail, c'est l'adéquation entre l'offre et la demande du travail en Tunisie et la qualité des talents qu'on a. Et je vous le dis parce que je suis désolé de vous le dire comme ça, mais nos talents sont très médiocres. Comparé au reste du monde, parce qu'on ne vit pas tout seul. On a eu l'habitude de se regarder historiquement, et nos talents sont meilleurs que ce qu'ils étaient il y a 25 ans. Mais dans le reste du monde, les talents se sont améliorés beaucoup plus que les nôtres sur 25 ans. Or, tendance lourde, on en fait partie du monde. Donc c'est des vrais sujets de discussion, ça, dans la stratégie. Et la dernière chose que je dirais à ça, c'est que si vous mettez tout ça ensemble, c'est pas une histoire de quelle est l'action qu'on prend, etc. C'est une histoire de mentalité. Est-ce qu'on a la mentalité d'imaginer un pays qui puisse être un pays qui fasse partie des leaders du monde et d'arrêter d'avoir la mentalité de la fatalité d'être un petit pays? Est-ce qu'on a cette mentalité? Est-ce qu'on est capable de se convaincre nous-mêmes qu'on peut être le top? Est-ce qu'on peut être capable de se convaincre nous-mêmes que même s'il y a la Chine, et même si là ça l'embête, mais il y a 1,5 milliard de Chinois, donc on aura du mal à 10 millions de les changer de cap, mais est-ce qu'on est capable de se mettre au niveau de cette espèce d'énorme vague? Ou est-ce qu'on pense que c'est une fatalité? Est-ce qu'on pense que la façon selon laquelle notre pays est gouverné depuis son indépendance doit être continuée comme ça? Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce qu'on a la mentalité d'être un pays responsable? Et moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup encore de discours d'être un pays victime. Et on ne sera responsable d'aucune sociétalité en étant des victimes. Excellent, merci Cyril. Je pense que ça a dû vous donner... On passe largement la question de la RSE, là. Voilà. Là, il y a des problèmes donc de modèles de développement. C'est vrai que j'en conviens avec toi, Cyril, la question de la productivité, pour l'avoir expérimenté, j'en conviens parfaitement. Je peux même vous dire que sur le programme de mise à niveau, ce qui marchait très bien, c'était la formation brute de capital fixe, c'était les investissements matériels, et que les rares tentatives d'investissement dans l'immatériel sont restées à des actions de make-up, donc de marketing ou de système d'information, mais ça n'a pas réellement pris. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut aller le chercher. Et la RSE est un moyen de chercher une meilleure productivité par l'implication du personnel. Parce que je pense que le Tunisien est intelligent et travailleur. Et je reste optimiste. Moi, je crois que plus autant qu'on ébauche un modèle de développement, tu l'as si bien dit, sauf que sur la question de l'élite, et du leadership, là, je mets un bémol comme toujours, parce que les élites n'ont pas fait leur mea culpa, et elles ont été fortement contestées par la masse lors de la Révolution. Et donc là, ça demande, c'est un autre débat, c'est Monder, mais je crois que pour en parler un peu. Mais comme le temps est très limité, et que nous avons une question importante, que je voudrais vous poser à tous, d'ailleurs, les panélistes, mais peut-être il y aura d'autres questions à la salle. Bon, est-ce que la RSE... comment on mesure la RSE? Quel impact de la RSE? Et surtout, est-ce que la RSE produit de l'emploi? Ça, c'est une question que je vous laisse réfléchir, parce qu'on va recueillir quelques questions de la salle. Et gardez bien en tête que ce qui serait intéressant, c'est d'aborder, peut-être d'élaborer quelques éléments de réponse sur la RSE et quel est son impact sur l'entreprise, sur l'environnement et sur l'emploi en particulier. Donc, vous avez la possibilité de lever les mains et de poser vos questions. Je vous demande juste vraiment d'être très bref. Il ne reste que 15-20 minutes.
Et on voudrait bien laisser le temps. Donc si on pose 20 minutes de questions, on ne pourra pas vous répondre, hein. Donc on lève la séance à 13 heures. Donc j'aimerais bien recueillir quelques questions, et d'une manière très très brève. Vivo Énergie. C'est Mansour, مرحبا بك. Brièvement, قلت يظل le concept en lui-même, on en a parlé largement, stratégiquement et حتى فوق stratégiquement. Maintenant, concrètement, nous avons donc des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et des expériences vraiment donc avancées. Concrètement, est-ce qu'on peut donner 3 ou 4 points? Qu'est-ce qu'on ferait pour consolider, si vous voulez, notre œuvre d'entreprise sociale, sociétale, citoyenne, responsable, etc. Voilà. Donc ma question c'est comment mesurer la RSE? C'est-à-dire y a-t-il des agences de notation qui mesurent la RSE au niveau des entreprises? Merci. On a beaucoup parlé de normes, d'obligations, de pression, de coûts. En fin de compte, la RSE coûte du temps, 10-20% de temps, d'argent. Est-ce qu'on peut quantifier un retour sur investissement, une rentabilité de la RSE? Merci. Excellent, donc Ral. Merci beaucoup. Samia Bakouch, خبيرة في ليزو 26000 خبيرة وطنية. وحبيت نوجه سؤال لسي بن مصباح خاطر نشكروا الستيج اللي هي خذت المبادرة التوعية ودخلت في المشروع هذا ليزو 26000. حبيت جست نعرف دور ستيج فيما يخص التشغيل خاطر نعرفوا المشكلة الأساسية اللي جت بعد الثورة هي مشكلة التشغيل للشباب ونعرفوا زادة اللي عنا مشكلة اللي المؤسسات العمومية عندها صار فيها فساد مالي كبير وقع الالتجاء للمناولة بصفة كبيرة والالتجاء زاد للي سي في بي اتسيتيرا. نحب نشوفوا فماش مبادرات جديدة وفرص تشغيل بالنسبة للمؤسسة هذه المؤسسة العمومية وشكرا. Étudiant à l'ENISO, étudiant ingénieur. Donc, je voulais faire une remarque sur ce que M. Karaï a dit concernant l'image, ce qu'on a, l'image de la Tunisie dans le futur. Donc, ça me paraît plus important parce que c'est dans ce cadre que va se placer tout le reste des détails comme la RSE. Donc, est-ce que vous pensez que, vu le contexte actuel, les divisions qu'il y a dans le peuple tunisien, est-ce qu'il est possible que le peuple tunisien arrive à dialoguer pour avoir une même image de la Tunisie du futur dans 20 ans? Est-ce que ça vous paraît possible? Voilà. Très bien. Donc très bref, primo, je dois vraiment féliciter les participants pour le niveau vraiment très très élevé. Je suis vraiment fier d'avoir des personnes très compétentes devant nous. Alors pour être très bref, je pose rapidement 4 questions si vous permettez, pour chacun des intervenants. La première s'adresse à Sinaouf, mais rapidement, hein. Lorsque vous avez parlé d'un bon dialogue, une RSE qui doit être mise en place, dans un contexte normal, ok. Mais post-révolution, là où il y a les sit-ins, les grèves, les problèmes, etc., est-ce que c'est vraiment facile d'instaurer ce dialogue? Deuxième question s'adresse à Cyril. Lorsque vous avez parlé, vous avez dit défendre les intérêts des employés et des actionnaires. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a en fait 2 extrêmes? Parce que si vous allez défendre les intérêts des employés, il faut augmenter leur salaire. Si vous allez défendre les intérêts des actionnaires, il faut augmenter les bénéfices. Donc d'un côté augmenter les salaires, d'un autre côté augmenter les bénéfices, le problème se pose. Ma troisième question à Hichem, lorsqu'il a parlé d'un travail de communication, etc., au sein de l'entreprise. Théoriquement, c'est bien. Mais si on veut vraiment instaurer un vrai dialogue, il faut aussi répondre aux aspirations des employés par l'augmentation des salaires. Si l'entreprise est capable de le faire, ok, on peut atteindre cet objectif, mais si les conditions matérielles de l'entreprise ne le permettent pas, à mon avis, ça sera très difficile de le faire. Ma dernière question s'adresse à Serida, à mon cher ami Serida. Bien sûr, lorsqu'il dit, c'est très beau de le dire, hein, le développement économique doit avoir une dimension sociale. Ah, théoriquement, c'est très beau ça. Mais en tant qu'entreprise publique, est-ce que vous avez la possibilité d'atteindre cet objectif tout en ayant la liberté de le faire? Merci. Alors très très bien, je pense que ça... Ah, c'est mis. Ok, allez, les 2 dernières. Et l'autre.
Nous avons exactement. Alors, vas-y, Semi. À cet enjeu-là, où en fait l'entreprise est très très fortement sollicitée par son environnement. Très très bien. Merci beaucoup. Donc nous avons 3 minutes chacun. Je vous donne 3 minutes, c'est de l'équité. Donc chacun va avoir 3 minutes pour répondre. Vous essayez de répondre à toutes les questions qui vous concernent. Après, on fera un wrap-up à la fin pour essayer de voir si on a respecté tout le monde en répondant, en apportant quelques éléments de réponse. C'est Hichem. C'est bon, Haka? Ok. Bon, je parlerai de l'impact de la RSE sur la performance ou sur l'entreprise elle-même. D'abord, c'est un climat social serein. Et ça, c'est très important. Pour qu'une entreprise soit productive, pour qu'elle soit efficace, il est important d'avoir un bon climat social. Donc ça, c'est un impact direct sur la contribution de l'ensemble du personnel à la réalisation des objectifs de l'entreprise. C'est également l'image de marque nationale, mais surtout internationale. Parce qu'à l'international, il y a une très très grande sensibilité, surtout des grands donneurs d'ordre, des constructeurs automobiles, des entreprises comme EDF et autres, ont une sensibilité et une exigence, au-delà de la sensibilité, une exigence en matière de RSE et de respect d'environnement, de respect de l'aspect social, etc. Donc ça, c'est un point très très important. Et c'est une source d'obtention de marché. Parce que des constructeurs ou des entreprises telles que j'en ai parlé auront plus de facilité à vous confier des marchés. Il y a également des gains de compétitivité quand on respecte l'environnement et quand on applique les principes du développement durable. Par exemple, le recyclage des déchets industriels. Donc ça, c'est un point important. Également, l'économie d'énergie. Ce sont des sources de compétitivité et de gains de compétitivité. Je pense que ce sont pour moi les points les plus importants. Et bien sûr, c'est le réseau mondial d'entreprises socialement responsables à travers la relation partenaire, client, fournisseur. Quand un grand client incite son fournisseur à respecter tous les aspects sociaux et environnementaux, ça donne plus de valeur à cette démarche. Et je réponds à la question de CMI. C'est vrai que la démarche RSE est une démarche volontaire de l'entreprise. Mais une entreprise se doit d'être à l'écoute de ses clients, de ses partenaires et de son environnement. Donc une entreprise performante, c'est l'entreprise qui est à l'écoute et qui donc décide volontairement d'aller dans le sens d'une responsabilité, d'une citoyenneté de l'entreprise. Mais je voudrais terminer mon intervention sur le terme responsable. Le terme responsable est essentiel. Moi, je dirais que dans le contexte que nous vivons aujourd'hui en Tunisie, c'est ce qui manque. L'entreprise se doit d'être responsable, et je pense qu'elle l'est pour une grande partie. Donc la responsabilité de l'entreprise pour l'investissement, pour la création d'emplois, pour la cohésion sociale, pour la convergence régionale, c'est une responsabilité que moi, en tant que représentant d'entreprise et en tant que représentant de patronat également, je travaille dans cet esprit-là. Mais il faut que, par ailleurs, le gouvernement et les syndicats de travailleurs assument leurs responsabilités. Le gouvernement, pour tout ce qui est efficacité de l'administration, tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est décision rapide pour régler les problèmes, ça c'est un point important et c'est une responsabilité.
et les travailleurs et les employés, c'est valoriser le travail. Ce que nous avons constaté au patronat, c'est qu'il y a des augmentations de salaire importantes, mais il y a une baisse de la productivité, une baisse de la qualité et une recrudescence de l'indiscipline. Donc il y a un coût supplémentaire au-delà de l'augmentation de salaire. Et ça, c'est de la responsabilité. Question de coût et je dirais dialogue social. Je vois quand même un certain lien là-dedans. Alors, question de coût, ça c'est un raisonnement typiquement quantitatif de tout bon chef d'entreprise. Donc il faut réellement regarder les aspects quantitatifs, les chiffres, on aime tous regarder les chiffres. Mais parfois, les choses qui ne se chiffrent pas ont beaucoup plus d'impact, de levier, que les choses qui se chiffrent. Et il faut tout simplement pouvoir dissocier et faire le bon choix. Et je pense que cette question d'investissement sur la RSE est une question d'investissement à long terme. Et toute société, toute bonne société doit pouvoir équilibrer réellement ses décisions d'investissement entre le court, moyen et long terme. Et je pense ça s'inscrit totalement dans l'investissement à long terme. Je vais prendre un exemple réellement que je trouve très important. Nous donnons une importance majeure à l'aspect HSE, à la sécurité d'une façon générale. Et finalement, pourquoi on le fait ? Nous avons par exemple un objectif d'avoir un objectif zéro, parce qu'il faut quantifier un objectif zéro en matière d'indicateurs de sécurité. Mais finalement, pourquoi on le fait ? On le fait pour quelque chose de plus noble que ça. On le fait parce que ce que nous souhaitons, c'est que nos employés, nos contractants, les gens avec qui nous travaillons, rentrent tous les jours sains et saufs chez eux. Ça, c'est la mission la plus noble réellement de ce que nous faisons. Maintenant, si nous ne travaillons pas sur ça, c'est là où nous voyons le risque d'un accident en matière de HSE, il est très important. Donc c'est là où se trouve réellement, c'est un coût qu'il faut regarder comme un investissement. C'est un coût qu'il faut regarder dans le long terme. Et donc, je pense que RSE reste toujours, je pense que le débat était très intéressant aujourd'hui, je quitte cette salle avec une définition qui est un peu toujours farfelue de la RSE. Et je pense que c'est la réalité réellement. RSE peut-être c'est quelque chose qui existe depuis l'éternité, mais peut-être qu'il n'a jamais été défini. Et même un référentiel de RSE, on souhaite toujours mettre un framework, un référentiel. Mais parfois, la démarche doit être tout simplement volontaire, avec du cœur, avec de la générosité, encore une fois, avec une certaine rationalité. Parce que finalement, une entreprise doit toujours rendre compte en matière de performance et en matière de profitabilité. Donc, ça rejoint un petit peu le dialogue social. Et le dialogue social, généralement, n'est pas réellement quelque chose qu'on bâtit, qu'on construit en période de crise. C'est généralement quelque chose qu'on construit pour le long terme. C'est un capital qu'on construit d'une façon générale. Donc, construire un capital social pour un dialogue social en période de crise, je pense, c'est voué à l'échec. C'est beaucoup plus du travail de pompier. Une gestion de crise, ce n'est pas une gestion dans le long terme. Un dialogue social, c'est réellement, c'est beaucoup plus stratégique, c'est réellement beaucoup plus à long terme. Mais je reste persuadé que le dialogue social, l'entreprise en doit toujours savoir donner pour recevoir. Parce que lorsqu'on parle de dialogue social, on parle de négociation, on parle réellement de parties prenantes autour de la table. Et généralement, les parties prenantes, il y a la partie syndicale, il y a la partie patronale, et c'est très important réellement que le niveau de dialogue social soit rehaussé dans toutes les parties. Je sais réellement, il y a des experts dans la salle, mais le niveau de dialogue social aujourd'hui, c'est un niveau qui n'est pas transparent. C'est un niveau qui n'est pas de confiance. Chacun essaie de cacher son jeu. Chacun essaie, c'est une négociation réellement, je veux avoir le maximum de cette négociation. Non, le gâteau est beaucoup plus grand que ça, et je pense qu'il faut avoir un dialogue dans la transparence. Et je dois dire que l'expérience l'a d'ailleurs montré, c'est que généralement les employés ne sont pas réellement tenus. Il n'y a pas une communication continue avec les employés sur la vision, l'aspiration de la société, de l'entreprise, sur ce qui est réalisé, la performance year to date, à jour de l'entreprise. Cette communication n'est pas réellement tenue d'une façon régulière. Mais il suffit de tenir cette communication avec les employés. Ils sont intelligents, ils sont conscients, ils savent réellement que c'est dans leur intérêt, il est dans l'entreprise. Il suffit de tenir ce bon dialogue d'une façon continue, cette bonne communication d'une façon continue pour bâtir ce dialogue social. Il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau du dialogue social parce qu'il ne peut pas être fait dans une entreprise, il ne peut pas être fait réellement uniquement d'une façon singulière. C'est une vue beaucoup plus large et je pense qu'il y a beaucoup à faire au niveau du dialogue social. Enfin, je souhaite quand même rebondir sur le dernier point qui est la vision globale au niveau du pays. Je pense, oui, ça c'est très important parce que c'est le moteur réellement. Les gens, les hommes, les femmes et les hommes
ne vivent pas réellement de chiffres, ne vivent pas réellement d'état actuel, ils vivent de rêves parfois. Et il faut essayer de rêver de l'impossible pour pouvoir délivrer le possible. Et c'est tout à fait possible. Donc c'est important réellement d'avoir une vision globale, une vision générale. C'est un moteur réellement, c'est le moteur de la croissance. Le reste, c'est des moyens réellement pour pouvoir réaliser cette vision-là. Les Tunisiens aujourd'hui peuvent dialoguer pour imaginer. Je pense que oui. La raison pour laquelle, c'est que si vous savez où je me situe dans le spectre politique, j'arrive tout à fait à dialoguer avec les deux autres extrêmes du spectre. D'accord ? Par ailleurs, je pense qu'il n'y a pas le choix, il faut. Alors ça n'impose pas après de devoir faire les choses ensemble maintenant et tout, ça c'est des questions politiciennes, mais fondamentalement, ces états généraux de où est-ce qu'on veut être, je pense qu'il faut qu'il y ait tout le monde et qu'il n'y a pas le choix. C'est possible, absolument. Des idées concrètes. Moi, je voudrais appeler les hommes d'entreprise et les grandes entreprises notamment à deux idées. J'en ai d'autres, mais je vais en donner deux. Il y a une dispersion catastrophique de ce que j'appelle les projets, ce que vous appelez les projets cosmétiques et de la philanthropie d'entreprise. Alors la bonne nouvelle, c'est que les entreprises tunisiennes font beaucoup plus de philanthropie qu'avant la Révolution. Puisqu'avant la Révolution, la philanthropie était obligée, 26-26, etc. Donc on faisait ça de mauvais goût, etc. Mais on continue de faire ça à la tunisienne, c'est-à-dire par tribalisme économique. Chaque groupe fait son truc. Moi, j'appelle les groupes tunisiens à apprendre à travailler ensemble, non pas de façon légère, mais de façon structurée, à créer la fondation pour la Tunisie, de mettre tout l'argent qu'ils mettent chacun de son côté, dans celui-ci il plante des arbres, l'autre il aide une infirmière, l'autre il fait pas ça, dans un seul endroit. Que dans cet endroit, ils s'assoient au même conseil d'administration ensemble et qu'ils fassent des projets plus grands, plus sélectionnés et avec une gestion professionnelle. Nous commençons à avoir une multiplication d'amateurs du social. Et ce n'est pas bon pour le pays, et on n'aura pas l'impact qu'on peut avoir si des grands groupes imposent la façon de fonctionner professionnelle d'un grand groupe dans un système de social et humanitaire. Donc ça, c'est une première idée, la fondation pour la Tunisie. La deuxième idée, c'est que nous sommes obligés de remettre à niveau les jeunes qui sortent de nos universités. Ils ne sont pas prêts à l'emploi. Et pour faire ça, il y a un concept qui s'appelle les écoles de finition. Ça existe dans plein de pays du monde, et notamment l'Inde, dans lesquelles les entreprises se regroupent, créent des écoles où ils finissent la formation de façon extrêmement précise sur les besoins concrets de travail dans les entreprises et s'engagent à un certain nombre de postes de recrutement pour ceux qui arrivent à passer le diplôme. Ce sont des écoles avec des cycles de 6 à 9 mois dans lesquels il y a à la fin une préparation, ce que j'appelle un diplôme c'est bien, mais un métier c'est mieux. Et donc moi j'aimerais que les entreprises tunisiennes se regroupent pour créer des écoles de finition dans la Tunisie ensemble dans ce concept-là. Voilà deux idées basiques concrètes. Enfin, pas si basique que ça, mais concrète. Défendre l'intérêt des employés et des actionnaires, c'est vrai. Il faut d'abord que les entreprises qui sont, à mon sens, plus responsables, notamment dans la capacité de prendre de la responsabilité, puisqu'il y a des leaderships, il y a des structures, il y a des directions, il y a des gens qui ont du bagage. Les entreprises ont aujourd'hui l'obligation et la nécessité, ils le ressentent, de prouver qu'on ne peut augmenter les salaires que quand les salaires plus grands créent plus de valeur. On ne peut partager plus qu'un gâteau plus grand. Alors il peut y avoir des cas particuliers dans lesquels la répartition du gâteau actuel puisse être considérée à juste titre ou à tort injuste. Mais il faut créer plus de valeur. Moi je rêve d'un pays où on gagne non pas 4 000 $ par an par tête d'habitant, mais 40 000 si on le veut. Mais le seul moyen de le faire, c'est que les mêmes habitants, parce qu'on ne va pas les changer, créent de la valeur à hauteur de 40 000. Il n'y a pas autre choix. Mais la meilleure solution, de toute façon technique, à ce qu'il n'y ait pas de conflit aussi grand entre les employés et les actionnaires, c'est de rendre les employés actionnaires. On fait le tour de la planète, il n'y a rien d'aussi efficace que ça. Si les employés sont aussi actionnaires, c'est les mêmes gens qui sont autour de la table. Donc ça, c'est quelque chose que nous devons faire en Tunisie plus, et nous avons une difficulté par rapport à ça, et je vais donner un petit élément de réponse à Ortna al-Mustachar, qui a posé des questions spécifiques sur la STEC sur lesquelles je ne me permettrai pas de répondre. Mais la Tunisie dépend trop dans la solution de l'emploi des entreprises publiques. Ça n'est pas la solution. C'est une solution à court terme, mais c'est s'enfoncer dans le modèle ancien. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut privatiser la Tunisie. Je suis, comme Rida, d'accord que la STEC doit être un monopole d'État, parce qu'il y a des concepts économiques de monopole naturel, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais il n'en demeure pas moins que si nous continuons à penser que la solution de la jeunesse est d'avoir un job dans une administration, qu'elle soit d'entreprise ou une administration de l'État, nous n'aurons pas la possibilité de les rendre actionnaires de leur emploi
Et donc ce dialogue va continuer d'être une tension à l'éternité. Le dernier point sur le groupe chimique, voilà l'exemple parfait en Tunisie d'un extraordinaire contrat social et moral qui a été fait il y a 50 ans, qui a très bien fonctionné parce qu'il y avait des conditions particulières d'histoire, de fonctionnement de la région, etc., où concrètement une entreprise s'est substituée à l'État. Mais les contrats sociaux et moraux doivent évoluer avec le temps. Et il n'est pas normal, dans un pays qui a sa souveraineté, qu'une entreprise qui est donc un morceau de l'État se substitue au rôle de l'État au niveau de son territoire. Ça n'est pas normal. C'est comme si on disait la plus grosse entreprise de Tunis, c'est l'Astec qui s'occupe de Tunis. C'est exactement ça, hein, le bassin chimique. Hein. Alors je vous le fais un peu simplifié, mais dans le groupe chimique avant, il faisait les hôpitaux pour tout le monde, les écoles pour tout le monde, le logement pour tout le monde. C'était extraordinaire à l'époque, extraordinaire. Je vous garantis que c'était quelque chose qui sortait de l'innovation sociale la plus extraordinaire, mais aujourd'hui, ça n'est plus possible. Et c'est pour ça qu'il y a de la frustration, c'est parce que par le manque de dialogue, par le manque de courage et par le manque d'anticipation des tendances futures, on a maintenu un modèle qui est moyenâgeux et maintenant ça ne marche pas et tout le monde est malheureux. Les gens du groupe chimique le sont et les gens qui vivent autour le sont. Je pense qu'il y a l'image de marque, la paix sociale, la clarification donc des responsabilités avec la clientèle donc et surtout pour nous nous adoptons une norme et une norme donc nous sommes redevables de compte par rapport à des standards. Concernant la question de l'emploi, directement par la régularisation des agents de la régie, la STEG a régularisé à peu près 1300 personnes. Et à la question de la relève, où nous sommes en train donc de reconstruire, de mettre du son neuf, de la jeunesse dans notre effectif. Sur les 3 prochaines années, à peu près 40% de l'ensemble du corps de la direction de la distribution, qui compte 6000 personnes, doit être renouvelé. Donc il y a également une rejuvénation du personnel qui est à faire, mais de manière indirecte également, puisque nous pensons que la commande publique est le meilleur instrument pour impulser le développement économique. Nous sommes également impliqués au niveau du développement régional, au niveau du développement social, donc je peux vous dire qu'il y a des contraintes, mais nous proposons des solutions. Nous proposons des solutions parce que nous sommes conscients de notre rôle. Nous sommes conscients du rôle des entreprises publiques en tant que moteur et donner une vision au développement économique et social. Je peux vous dire par exemple, il y a les SEMAG, il y a STEG International. Nous sommes attachés au modèle qui a fait d'ailleurs la success story de la Tunisie des années 60. N'oublions pas que tous les promoteurs, tous les chefs d'entreprise, aussi Hichem Hana, il peut en témoigner, tous ceux qui sont partis des grandes entreprises publiques. Donc ce modèle est à mon avis viable et ça fait des années que j'appelle pour peut-être le remettre à niveau, le reconsidérer dans une optique de développement donc plus basée sur les services. Donc nous, de notre part, nous employons à exporter notre savoir-faire. Je vous dis un exemple, par exemple, nous sommes sollicités par l'Arabie Saoudite pour 570 et nous demandons, par exemple, au gouvernement de nous aider, compte tenu des contraintes sociales justement sur le recrutement, à pouvoir rapidement, parce que 570 d'agences TEG qui partent en Arabie Saoudite, certainement c'est au moins 400 personnes qui sont à remplacer et des jeunes qui viendraient enrichir la force de frappe Donc nous pensons que le business model donc, qui intègre le savoir-faire pour l'exporter sur la région est viable et il devrait être retravaillé, remis à goût du jour. J'ai parlé de l'essaimage, le développement des technologies également. Comme je vous l'ai dit, nous sommes conscients de notre rôle. L'essaimage également au profit des jeunes, nous y adhérons. Mais également pour revenir à la question des énergies renouvelables. Quelqu'un a dit la STEG n'a pas de stratégie. Je ne comprends pas que vous dites ça alors que la STEG, de manière je dirais, tout à fait spontanée. C'est elle qui avait développé le ProSol, c'est elle qui a, je dirais, mis en place le ProVolt, qui a accepté d'impulser le développement du photovoltaïque, du chauffe-eau solaire, de la promotion du gaz naturel. Donc dire que la STEG n'a pas de stratégie n'est pas vrai, parce que rien que les dernières déclarations du ministre de l'Industrie, où il parle qu'à l'horizon 2030, 30% de l'énergie serait réalisée à partir des énergies renouvelables. Donc la STEG colle
et elle est membre, et elle est partie prenante active au plan solaire tunisien. Vous savez que le plan solaire tunisien avait défini un certain nombre d'objectifs. Donc, pardon? Non, il n'est pas annulé, non, il n'est pas annulé. Nous avons installé 1300 installations photovoltaïques. Il n'y a qu'à voir le nombre d'intervenants aujourd'hui sur le métier du photovoltaïque, sur le prosol. Donc, ça n'a jamais été arrêté. C'est une opération que la STEC a impulsée, qu'elle a conduite, et qu'elle conduit même quand il y avait l'absence de décision gouvernementale. À un certain moment, on s'est trouvé au mois de décembre, le gouvernement partait, le nouveau gouvernement arrivait, et nous avons continué, nous avons négocié avec le système bancaire la prorogation du Provolt et du Prosol, et nous avons renégocié. Certes, nous avons des contraintes bureaucratiques, mais le système continue. Donc, le million d'abonnés au gaz naturel 2016 continue, et ce sont autant d'ailleurs d'occasions de créer de l'emploi. Quand on regarde les entreprises SME sous-traitantes de la STEG, autour du prosol, autour du gaz naturel, autour du photovoltaïque, comme toujours cette idée donc de ces programmes structurants qui font essaimer l'emploi des jeunes. Pour répondre à Sissam et Zéo, et maintenant question de... Je suis en convient avec Cyril, c'est vrai que le groupe et la CPG se sont substitués à l'État, mais c'est une image... Moi j'ai vécu la restructuration industrielle de la GAFSA en 1984. Je suis parti là-bas et on était à 14 000 personnes. Quand j'ai quitté en 92, nous étions descendus à 6 800 personnes. Donc ça avait fait du mal socialement et nous étions conscients de notre responsabilité vis-à-vis de l'environnement. Et vous vous souvenez, à l'époque, on avait créé le Fonds de développement des régions minières, etc. Nous nous étions désengagés, effectivement, parce qu'à l'époque, la compagnie distribuait l'eau, l'électricité, le téléphone, etc., le transport, tout était... mais le modèle a commencé à évoluer à partir des années 86. Ce qui s'est passé, c'est que l'opération donc de responsabilisation de la société s'est très mal passée à cause du déficit démocratique. Donc il y a des parties prenantes qui se sont substituées à la compagnie et qui ont pris en otage, parce qu'il y avait beaucoup d'argent qui a été injecté dans la région. Il faut revenir sur les chiffres de l'aide sociale qui était donnée, mais surtout des programmes d'impulsion économique à travers le financement d'une SICAR régionale qui impulsait le développement régional, sauf que c'est un modèle qui a été travesti. Donc, moi j'explique ça par un déficit démocratique. Dans une société où il y avait un déficit démocratique régional, les véritables parties prenantes n'ont pas eu accès, puisque les projets, on les finançait à la tête du client, au lieu de financer des projets viables économiquement, comme disait Cyril, on finançait ça par tribalisme sur d'autres critères. Donc l'opération de passation entre le rôle de la compagnie aux représentants de l'État s'est très mal passé, faute, je dirais, de démocratie, de transparence et de bonne gouvernance. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Amplement. La mesure de la RSE, le coût de la RSE, son impact, son retour sur investissement, je pense qu'on a répondu. La relation avec l'emploi, c'est clair qu'il y a une relation avec l'emploi, puisque tout peut faire l'objet justement de production de valeur. Et nous pouvons profiter de la RSE pour... pour développer justement peut-être des agences locales de notation, peut-être de la société civile. Plus de démocratie peut-être sur l'affaire de dialogue. Là, moi, je vais rebondir sur le dialogue, sur la stratégie d'énergie renouvelable. Ça ne peut pas être l'affaire de l'État seulement, ça ne peut pas être l'affaire de la STEC seulement. C'est certainement là, il y a un travail de dialogue à faire, c'est là. Donc d'ouvrir aux compétences et aux jeunes qui sont peut-être porteurs de projets ou des spécialistes de la question, les impliquer un peu dans cette réflexion. Alors, il y a peut-être des solutions alternatives qui ne sont pas abordées par les grands groupes parce qu'ils voient grand. Il y a des start-up aujourd'hui dans l'énergie renouvelable qu'il va falloir encourager, pas forcément avec le solaire ou le photovoltaïque. On peut faire aussi de l'énergie avec de déchets, de margines, etc. Donc en fait, il faut ouvrir le champ très large, il faut encourager ce dialogue et justement, c'est le parcours de la démocratie. Merci à tous. Ce débat a été riche grâce à vous et le forum de la Tuche continue. Bravo. À plus tard.